aimez les dérapages contrôlés, les roues arrière et les bonnes odeurs de gomme sur l'asphalte, placez-vous sur la grille de départ. Vous allez faire un petit tour dans l'univers du drift et du stunt. Donc le drift, c'est une mode qui vient du Japon, qui a été mise en place dans les années 80. Et donc c'est un sport qui consiste à faire de la glisse sur de l'asphalte avec des autos. C'est de la poursuite avec de la figure, et dans le drift, il faut essayer d'être plusieurs voitures à glisser énormément et le plus proche possible l'une des autres. Où là, ça donne vraiment de l'effet super sympa, quoi. Donc le drift, c'est un sport qui est vraiment fun, qui est accessible à beaucoup de monde, mais c'est uniquement sur circuit ou dans un cadre sécurisé sur la route. En aucun cas, on peut se permettre de faire de la glisse ou même de la vitesse, quoi. Pour les deux roues, il y a le stunt, véritable spectacle d'acrobatie, pratiqué sur une bonne ligne droite ou sur un simple parking. Ça a commencé comme beaucoup de sports fun aux États-Unis, surtout à la fin des années 90. Avant, il n'y avait pas vraiment de stunt, il y avait les cascadeurs professionnels d'un côté. Mais l'évolution des motos, des pneumatiques ont fait que c'est devenu de plus en plus facile de faire des roues arrière, de faire des roues avant, de faire des figures. Et la médiatisation aussi de ce genre de figures a fait que de plus en plus de gens s'y sont intéressés et puis ont essayé de s'y mettre. Donc ça s'est développé énormément grâce aux DVD qui ont été faits aux US et qui ont donné vraiment un cachet un petit peu professionnel à ça, c'est-à-dire qu'il y a deux ou trois personnes qui ont commencé à vraiment faire des films basés un petit peu sur ce qui se faisait en FMX, donc en tout terrain, mais à l'appliquer sur la route. Dans un premier temps, le stunt a été associé par erreur au moteur pétaradant dans les cités, au crissement de pneus, aux roues arrière en pleine circulation. Nenni, les spécialistes ne vous le diront jamais assez, le stunt, c'est pas ça. Ouais, c'est pas vraiment lié à la banlieue par contre, hein. C'est vraiment par la nouvelle génération de motards. Vraiment, mais c'est tout milieu confondu. Bon, c'est beaucoup lié à ceux qui achètent des sportives et des roadsters, évidemment. Donc ceux qui sont assez sportifs dans l'âme. Mais je dirais pas que ça vient de la banlieue, moi. C'est plus vraiment un état d'esprit de motard. En France, le drift officiel se fait uniquement sur circuit. La plupart des pilotes ne sont pas des pros, juste des passionnés de dérapage et de sensations fortes. Comme pour le stunt, le drift traîne derrière lui une image de bruit et de poursuite en voiture symbolisée à l'écran par le film Fast and Furious. Ne nous le cachons pas, le drift n'est pas bien accepté partout. C'est dur de trouver des circuits qui nous acceptent, qui acceptent les niveaux sonores, parce qu'il n'y a pas que les moteurs, le crissement des pneus, des fois, est plus gênant que le bruit moteur même. Donc c'est la grande difficulté, c'est ça. Pour comprendre ce qui passionne ces drifters et ces stunters, petit détour un dimanche après-midi chez l'un d'entre eux, le très cool Max des Cassos Riders. C'est leur rituel du week-end. Départ sur un parking à quelques bornes de là, pour des entraînements qui se terminent généralement à plus d'heures. Comme la plupart des stunters, Max n'est pas une tête brûlée. Très bon pilote, il pratique sa passion avec un maximum de sécurité. Ces motards ont généralement deux bécanes, une officielle et homologuée pour la route, l'autre spécialement préparée pour le stunt. Voici les Cassos Riders au grand complet. 4 copains de la banlieue parisienne, fêlés de stunt, qui ne manquent aucun week-end pour se retrouver et partager ensemble quelques bons frissons bien maîtrisés. Standing in line to see the show tonight.
Le parking est situé dans une zone d'activité, loin de la contestation d'un voisinage terrorisé par le bruit. De son côté, la gendarmerie laisse sans problème ses entraînements se dérouler. Bref, que du bonheur. Bon bah suivez-moi, je vais vous présenter un peu la team. Donc là on a Daf, dit l'homme fort du crew, de par sa masse musculaire. Pas vraiment de particularité, on va dire qu'il est vraiment polyvalent, quoi. C'est la polyvalence incarnée. Je l'aime bien lui. Ensuite, on a notre ami Vince, c'est mon ref. Voilà, l'un des piliers de cette passion et de ce qu'on a dans le cœur. Donc voilà, lui, sa spécialité, c'est plus le titane et les opérations. Mais bon, je vais faire quelques trucs aussi. C'est pour ça qu'on l'aime. Et tout à l'heure, il vous fera une petite toupie, à mon avis, ça va vous plaire. Une petite spécialité de la maison. Et ensuite, on arrive vers l'homme le plus ghetto du crew, on va dire. C'est Dino, hein, DJ, tout ça. Il représente bien un peu partout où il va, la radio, tout ça. Et lui, sa spécialité, on va dire que c'est la vitesse et tout ce qui est fort en sensation. Voilà, au niveau de la vitesse et tout. La plupart des figures, même les plus audacieuses, se font à petite allure, bien loin des clichés, à fond la caisse sur les routes. Justement, c'est pas du tout quelque chose où tu vas vite, où tu fais le fou à 300 dans les rues, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt, on prend un parking et on se retrouve entre amis, on est ensemble. C'est un petit peu le côté effet mix, tu sais, du saut, mais vu d'une autre façon. Moi, je l'associe beaucoup à ça. Alors le stunt, il y a un peu une image rebelle à la base, il y a un peu une image du mauvais motard, il y a un peu une image de celui qui n'entretient pas sa moto, qui la jette par terre et tout ça. Mais bon, après c'est comme la piste, hein, c'est une passion, il y a des investissements, il y a des risques, il y a de la casse, il y a beaucoup de casse d'ailleurs. Et voilà, après c'est un sport comme un autre et après c'est vu, maintenant ça commence, c'est un peu mieux vu, on voit que ça se développe à la télé, on voit que ça se développe sur les sites internet, il y a des spectacles, des reportages vraiment bien structurés qui donnent une image positive quand même et qui a amélioré un peu la vision du stunt, on va dire. Alors cette philosophie, elle est toute simple. Pour nous, avant tout, le stunt, c'est une passion. On ne prend pas la tête à chercher à être meilleur que les uns, meilleur que les autres. C'est une passion tous entre nous. On fait ça par plaisir, on vient là, on cherche nos limites, on cherche à les pousser plus loin, on cherche à découvrir de nouvelles figures, trouver de nouveaux plaisirs, à se lancer dans des trucs qu'on n'a jamais fait. Et c'est là que ça vient de cette philosophie. Bonjour, bienvenue. Rencontre maintenant avec un drifter très sympa, Tony Jouin, qui accepte de nous ouvrir ses portes à quelques minutes de son départ pour la finale des French Drift Series à Lyon. Ici, pas de team de 10 personnes qui bichonnent sa voiture. Tony, comme tous les drifters, prépare seul son véhicule. Dans son garage s'entassent pneus, calandres et autres pièces détachées, indispensables à la compétition. Ne cherchez pas à entrer une table de ping-pong ou une tondeuse, on affiche complet. Tony, marié et père de famille, fait ça dans les règles. Le drift pour lui, c'est uniquement sur piste. Disons que le drift, c'est vrai qu'avec ce qu'on peut voir à la télé ou même sur Internet, on trouve beaucoup de drift hors route, enfin hors circuit, pardon. Bon, moi en tout cas, c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais pas du tout faire le con sur la route. C'était pas ça, quoi. Mon truc, c'était vraiment de représenter le drift le mieux possible, et c'était sur circuit uniquement. Donc moi, j'ai regardé ce qui se passait sur circuit et je me suis rapproché d'une association. Donc après, j'ai fait partie des membres. Donc voilà, quoi. Le drift, pour moi, c'est sur circuit, quoi. Pour fabriquer cette voiture, j'ai mis quand même beaucoup d'argent. J'ai mis plus de 30 000 € dans le joujou.
ça représente quand même une grosse somme, mais je voulais vraiment avoir une voiture top, quoi. Donc bon, bah voilà, c'était comme ça. J'ai décidé, j'ai acheté toutes mes pièces aux USA et au Japon. J'en ai commandé aussi quelques-unes en France quand je pouvais. Ensuite, c'est vrai que le plus gros poste dépense pour un championnat à l'heure actuelle, c'est les déplacements, parce qu'on a quand même quelques partenaires en termes de pneus, mais c'est vrai que le plus gros poste, c'est le déplacement et l'hôtel, enfin tout ce que ça engendre, quoi, l'hôtel, la nourriture et les péages, quoi. Le but du drift est d'envoyer le plus de puissance possible aux roues arrière pour leur enlever toute traction à la piste et ainsi glisser en faisant accélérer la voiture. Le drift est maintenu tout au long du virage en utilisant presque toute la puissance du véhicule. Un freinage bien calibré et un survirage très précis. Pour ces dérapages, les voitures nippones sont les plus appréciées. Les voitures spécifiques, du fait que c'est une mode qui vient du Japon, les voitures japonaises sont forcément plus adaptées de par le développement qu'ont pu faire les Japonais au niveau des motorisations, au niveau du châssis, de la suspension, des autobloquants. C'est vrai qu'après, on peut avoir en Europe des voitures qui vont bien glisser, mais qui n'auront pas encore cet esprit du drift du Japon. Alors c'est une conduite qui est complètement différente par rapport à du circuit ou du rallye, parce qu'on va avoir des techniques qui sont complètement différentes. On n'a pas d'appel contre appel, on n'a pas de transfert de masse, on travaille beaucoup avec le frein à main, l'embrayage. Puis on a des voitures qui sont réglées vraiment pour glisser par rapport à ce qui se fait dans le reste des disciplines. Donc c'est vrai que c'est un peu à part. Pour bien maîtriser la technique du drift, rien de mieux qu'une bonne leçon. Frédéric de chez Propulsion assure aujourd'hui notre stage. Donc là, on prend de la vitesse, un freinage, le braquage, et on reprend notre accélérateur et on garde du patinage avec l'accélérateur, on remet l'auto en ligne. Donc il y a vraiment, après, donc, lorsque la voiture est en glisse, un accord entre le volant et le pédalier pour bien gérer la dérive. Effectivement, l'art du drift, c'est de pouvoir maintenir l'auto en glisse, quels que soient les virages, et d'enchaîner les virages complètement en glisse. Voilà, c'est vrai que là, le circuit, on travaille d'abord un virage, puisqu'il ne faut pas griller les étapes, et petit à petit, on va pouvoir faire des enchaînements, puisque là, on va prendre plus de vitesse, et on va faire le double gauche en glisse. Donc là, il faut se tenir un peu. On peut voir qu'on est donc sur un enchaînement de virages. Une voiture qui va avoir beaucoup de puissance pour pouvoir créer du patinage, une évolution au niveau des différentiels, là aussi donc on va avoir des différentiels autobloquants pour éviter de perdre toute la puissance délivrée par le moteur, et après au niveau du châssis, donc une suspension qui va permettre de mieux maîtriser tous les mouvements de caisse et d'avoir une auto qui va être facile à faire glisser. Au niveau des trains roulants, on va avoir des angles de braquage qui vont être plus importants, là aussi pour prendre plus d'angles au niveau de la dérive.
voitures de drift qui ont jusqu'à 600 chevaux, voire 700 chevaux au Japon. Nous, en France, bon, on a 450, 500 chevaux, mais il y en a déjà largement assez. Et la technique, eh ben, c'est de s'entraîner et d'arriver à bien comprendre le fonctionnement de la voiture. En plus, les pneus échauffent de plus en plus et la voiture change de comportement en fonction des températures des pneus. Mais c'est hyper délicat et hyper sympa quand on comprend bien le système. Les pneumatiques sont logiquement mises à rude épreuve et les trains arrière sont très souvent changés après la course. Les pneus représentent une part importante dans le budget d'une saison de drift. Retour sur le parking, où nos 4 Cassos Riders travaillent de nouvelles figures, toujours dans une super ambiance et avec une grande discipline. À la base, c'est parti qu'on a commencé à faire des roues arrière en moto, mais sans savoir que c'était du stunt en fait. Et sans savoir vraiment qu'il y avait une discipline, sans savoir tout ce qu'on pouvait faire au niveau des figures et tout ça. En regardant un clip des Rough Riders. Parce que moi je suis dans la musique à la base, je suis DJ de la Mafia Qu'un Free. Donc par rapport à ça, je suis tombé sur un clip de DMX et ça m'a emmené loin, ça m'a emmené loin dans ma tête. Et donc j'ai dit, faut que je fasse ce sport quoi. Parce que pour moi, je considère ça comme un sport à la base. Je suis arrivé au stunt un peu comme les autres. Au début, je kiffais la moto. Je faisais un peu des roues à l'arrache partout sur la route. Et au fur et à mesure, on se retrouvait avec des amis et on en est venu au stunt sur les parkings comme tout le monde, quoi. C'est un peu le même parcours pour chacun de nous, quoi. À la base, je roulais en motocross. Et puis quand j'ai vu ça, je pensais qu'il y avait qu'avec les motocross qu'on pouvait faire des trucs un peu de fêlés, quoi. Et finalement, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des trucs avec pas mal d'engins à moteur, on pouvait faire pas mal de trucs, quoi. Donc je me suis dit, on va essayer avec ça aussi, quoi. Une multitude de nouvelles figures débarquent régulièrement dans le stunt. Jesus Walk, River, Superman, Frog, Between Bike et j'en passe. Aux techniques de plus en plus audacieuses. Alors l'histoire des Cassos, c'est une histoire de Cassos un peu. Hein. Donc j'ai rencontré Vince, qui était avec moi dans mon lycée. Et donc voilà. Ce petit personnage, un des piliers, qui est considéré un peu comme mon frère, on va dire. Ouais, et voilà, donc on s'est recroisés un jour dans un magasin de moto et petit à petit on s'est revus souvent. On a découvert le stunt tous les deux un peu. Et petit à petit on a décidé de créer, et encore, c'est même pas de créer, c'est vraiment par hasard, ça s'est fait suite à suite. On a eu un groupe d'amis qui a fait qu'on était tous liés, on faisait nos soirées ensemble, on bougeait tout le temps ensemble. Et voilà, petit à petit on a créé un groupe comme ça, qui était solidaire et soudé, et voilà. On s'est rencontrés, on se considère comme deux frères. Et après, c'est des amis qu'on a eu en commun, avec qui il n'y a pas eu besoin de dire tiens, tu vas devenir un Cassos, non, t'en es pas un. C'est au fur et à mesure des jours de vie passés ensemble, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'on était tous pareils. Et quand on a créé Cassos Rider, ce Y, ici, c'est pour le Y de family. Donc Cassos, c'est une famille. Donc une famille, c'est uni à la base, il n'y a pas besoin d'y rentrer. Au début, on a une ambition, on va dire, d'élever les choses vers le haut, de développer comme on a fait. On n'a pas créé une ligne de vêtements, mais on a fait nos t-shirts, on a fait nos suites, on a créé un site, on a créé un forum. On a Mikey qui a développé beaucoup de vidéos et qui a fait énormément au niveau du site et du forum. C'est quelque chose qui est assez nouveau, le stunt. Ça, on va dire 5 ans vraiment. Ça commence à changer dans les mentalités. Les gens commencent à comprendre que c'est des gens pas forcément qui veulent faire les cons, mais qui veulent s'investir comme dans un sport, n'importe quel autre sport, comme on peut voir dans le FMX ou quoi. C'est un peu des barges, mais c'est kiffant, c'est leur délire, et nous c'est la même chose. Et le truc, c'est qu'on essaie de montrer le côté organisé de tout ça. On essaye tout simplement de faire une belle structure, montrer que des gens savent réfléchir au sport qu'ils font en sachant se protéger. On a des manteaux en cuir, on a des casques, on a des protèges tibia, on est équipé, on est paré. Et on sait ce qu'on fait. Et par le site Cassos, par les vidéos, par tout ça, on essaye de montrer le côté organisé, le côté investi dans la cause du stunt et aussi faire passer à tous les gens le vrai message, la passion.
un pote à nous, Johan, dédicace. Ouais, il y a un pote à nous qui est décédé. Enfin, il y a pas mal de potes qui meurent en moto. Malheureusement, c'est pas tout le temps en stunt, hein, c'est souvent des accidents de la circulation. En stunt, c'est rare qu'on se blesse gravement quand même. Sur des parkings, c'est super rare de se blesser gravement. Enfin, nous, en tout cas, ça nous est jamais arrivé. Dans d'autres crews, j'ai pas entendu non plus. Les plus gros accidents qu'il y a eu, c'est sur la route, quoi. Moi, au niveau bobo, au niveau stunt et casse en stunt, on va dire que c'est correct. J'aime bien tomber, mais je casse pas trop, donc ça va. Après, les bobos, c'est hors de ça. J'ai eu un accident une fois sur la route. Je me suis fait cartonner, voilà. Ça a été assez long, triple fracture de la jambe, poignet broyé, coude cassé, nez cassé, enfin bon. La totale en une fois, mais bon, je m'en remets, je suis encore là et c'est ce qui m'a permis de remarcher, d'avoir envie de continuer cette passion, hein. Quand il nous arrive une galère, faut pas s'arrêter, faut savoir aller au-delà, faut savoir prendre sur soi, encaisser et repousser les limites plus loin, c'est tout. À mon niveau, je touche du bois, j'ai jamais de grosses visites à l'hôpital. On va dire, j'ai eu une grosse frayeur qui s'est passée d'ailleurs ici à la fac, là, où j'ai fini dans le trottoir, là, dans l'angle du trottoir, la tête la première. Et je m'en suis bien sorti, j'ai eu le dos tassé pendant 2-3 jours, mais rien de cassé et rien de plus, quoi. Donc ça a été, on va dire. De son côté, Tony Join continue de charger seul son véhicule. Il ne compte pas les heures qu'il a déjà passées à préparer sa voiture de drift pour qu'elle soit compétitive. J'ai eu une période où je bricolais beaucoup dessus parce que forcément il a fallu la préparer. J'ai mis à peu près 1 an à arriver à ce qu'elle est à l'heure actuelle. Je ne peux pas bricoler tous les soirs de la semaine parce que j'ai un métier, donc je bricole le samedi avec petit arrangement familial. Je prends beaucoup de ma passion sur ma vie familiale, c'est pas bien. Ma femme va pas être contente. Ma femme n'est pas contente. Problème familial, mais aussi financier. C'est un réel problème à l'heure actuelle de trouver des partenaires parce que moi je pense que le sponsoring français, en fait, à l'heure actuelle, c'est plus la notion de partenariat. Il n'y a pas vraiment de notion d'argent, même si à un moment donné, on est quand même obligé d'en avoir besoin, forcément, pour les frais annexes. Bon, nous, on a plus des partenaires. On a des partenaires qui nous mettent à disposition des pneus, qui nous mettent à disposition de l'huile et des sièges baquets ou des jantes. Mais c'est vrai que ça fait pas le gros. Enfin, malheureusement, il manque un poste financier et en France, on a du mal avec ça. Tony n'hésite pas à communiquer grâce à son site internet. C'est un vrai passionné qui cherche par tous les moyens à développer et à véhiculer une bonne image du drift en France. Par chance aujourd'hui, c'est pas trop galère. Le 4x4 qui sert à transporter sa voiture est garé juste devant. C'est pas toujours le cas. Comme beaucoup d'autres drifters, Tony a choisi une voiture japonaise pour la compétition. Pour ma voiture, c'est une Nissan. C'est une voiture quand même qui est très très prisée au Japon, hein, ça là-dessus. Enfin pour le drift en tout cas, on va sur internet, on tape Nissan et on trouve tout de suite des pièces de drift. Donc c'est une Nissan 200 SX. À la base, c'est une auto qui fait 200 chevaux. C'est un moteur 2 litres turbo. Pour un moteur qui a 200 chevaux, on arrive on serait capable d'arriver à 350 chevaux sans trop de problèmes. Pour moi, le minimum de sécurité pour une voiture, c'est un arceau. Donc c'est pour ça, c'est quasiment le premier poste que j'ai monté dans l'auto. J'ai aussi une vie de famille avec un enfant, donc j'ai pas envie de mourir à chaque fois que je fais de la voiture. Donc bon, c'est vrai que l'arceau est primordial. Je pense que des bons sièges baquets tels ces modèles-là de chez Cobra, franchement, c'est tip top. Bon, les harnais forcément, c'est à mon avis le minimum de sécurité pour avancer correctement avec une voiture. C'est l'heure du départ. Un dernier coup d'œil dans le garage pour être sûr de ne rien oublier.
Bah là j'ai mon kit carrosserie, mais en fait je vais pas le mettre pour Lyon parce que comme c'est la finale, je crois que ça va peut-être casser quoi. Donc bon, je le mets pas. Tony ne semble pas trop confiant. Mauvais présage peut-être pour la course. On verra ça demain sur la piste. Il retrouvera sur le circuit les autres concurrents ou plutôt ses copains pilotes. Car ici on ne parle pas de rivaux. Le drift est une grande famille où l'on vient avant tout pour s'amuser. Et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à goûter aux joies du dérapage. Le drift commence vraiment à s'implanter en France. On a beaucoup de pilotes qui sont motivés pour pratiquer ce sport, qui ne demandent pas énormément de moyens à la base. Et donc, vu la demande, cette année, on a décidé d'organiser un championnat pour regrouper un petit peu tous ces amateurs qui voulaient officialiser ce sport. Le championnat français, appelé les French Drift Series, se déroule sur 5 courses. Les 30 meilleurs drifters issus de ces manches sont qualifiés pour la finale. On y trouve un moniteur de plongée, dessinateur industriel, mécano, chef d'entreprise, cascadeur. Ils viennent tous de milieux différents. J'ai testé le drift l'an dernier, ça fait 1 an, je fête mes 1 an de drift. J'ai testé le drift l'an dernier et ça m'a plu, donc j'ai acheté la petite voiture jaune qui est là. On l'a un petit peu modifiée, on fait des réglages à chaque fois. Et là, on est au championnat de drift français. J'étais mécanicien dans une écurie qui faisait de la course sur glace pour les 24 heures de Chamonix pendant plusieurs années. Disons que j'ai fait beaucoup de compétitions sur la glace, donc beaucoup de glisse, et j'ai toujours adoré la glisse. Et donc si on aime la glisse, automatiquement on va vers le drift parce que c'est une discipline où il faut glisser énormément. J'ai rien fait avant en fait. Donc là je me suis inscrit à la FDS, donc j'ai fait mes 4 courses, plus la 5e aujourd'hui, donc voilà, on n'a que ça en recul quoi. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais fait de compétition. C'est la première année que je suis sur un championnat en tant que compétiteur. Je fais tout moi-même. C'est un véhicule que j'ai importé du Japon au début d'année. Donc, il est venu par bateau. C'est un véhicule qui fait 450 chevaux pour 1,3 tonne, donc en conduite à droite. Donc, c'est une assez grosse berline qui a un très très bon comportement au niveau de la glisse. C'est pas un sport qui se pratique dans la rue. Pour des gens qui ont vraiment du niveau, c'est des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 170-180 km/h. C'est impossible à faire sur route ouverte sans être suicidaire. Donc on essaie vraiment d'encadrer ce sport, de le faire découvrir aux amateurs et de pousser les gens à pratiquer ce sport uniquement sur circuit et pas n'importe où sur la route. Suite de notre cours de drift. Il y a plusieurs techniques de glisse comme le fan drift, transfert de masse par un rapide coup de volant, mais aussi le braking, freinage continuel avant le virage, et le e-brake à l'aide du frein à main que nous allons voir maintenant. Et donc là, on va passer sur la Skyline, où on va pouvoir mettre encore plus de techniques par rapport au drift, notamment un petit peu plus l'utilisation du frein à main, comme on a pu voir toutes les bases sur les M3. Sur les voitures de drift, on a donc ce qu'on appelle des autobloquants de voie qui permettent d'éviter le patinage. On peut un petit peu simplifier en bloquant complètement le différentiel sur les voitures. Donc c'est pour ça qu'on peut sentir un petit peu de ripage lorsqu'on braque un peu plus les roues. Donc là au niveau de l'application, donc on va utiliser un peu plus le frein à main pour mettre l'autoir derrière. On peut le voir donc au niveau des stages, il n'y a pas forcément que des jeunes, il y en a vraiment tous les âges au niveau des stagiaires et tout le monde se fait plaisir. Il n'y a pas d'âge limite. Pas d'âge limite non plus pour le stunt. On conseille néanmoins d'être en bonne condition physique.
Alors justement, nous, sur nos machines, la plupart, on a des sportives qu'on modifie un petit peu, c'est-à-dire qu'on les passe en street. Donc on va commencer par le guidon. Donc à ce niveau-là, on a un frein au guidon et l'embrayage. Donc ça, l'embrayage d'origine, ça y est sur toutes les motos. Et là, on a le frein au guidon qui permet de gérer le frein quand on est assis sur le réservoir, quand on a les jambes par-dessus le guidon et tout ça. Donc ensuite, à ce niveau-là, on a des protections moteurs aussi, ici, qui permettent de pareiller les carénages et vu que nous, on chute souvent, ça permet de ne pas casser nos platines et tout ça. Ça, c'est le système de double frein. Donc en fait, on incruste un pion qui permet de relier une durite au frein au guidon. Ensuite, au niveau du pneu arrière, il y a une petite spécificité au Stun, c'est que nous, on les dégonfle un peu, on met 1,8 bar en principe, alors que d'origine, c'est 2,7 bar. Donc on fait comme ça, on prend notre clé, et à ce niveau-là, on les dégonfle pas. Comme ça. Donc voilà. Ensuite, on a une sorte de protection ici, c'est une protection pour éviter d'arracher tout l'arrière et tout, qui permet aussi de faire des étincelles en option, mais bon, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Et un truc qui nous aide pas mal aussi, c'est ça, on met des couronnes plus grosses. Donc à l'origine, c'est des 40 dedans, et nous, on met des couronnes de 60 dents, ce qui permet d'avoir une meilleure accélération, mais beaucoup moins d'allonge par contre. Donc voilà, et ensuite, la petite canette de Red Bull, ça c'est pour lui donner la pêche. Non, c'est un récupérateur d'huile en fait. Donc voilà un peu la préparation de la moto, et les réservoirs enfoncés aussi, parce qu'à l'origine, ils sont vraiment pas comme ça. Donc nous, on les enfonce vers le bas pour caler nos fesses, et être bien calé avec du grip de surf ou du grip de skate, peu importe après. Donc là, ça c'est un spreader bar. C'est un spreader bar, c'est-à-dire qu'en position spreader, assis dans le réservoir, les jambes écartées, il pose sa moto sur la barre arrière. Là, Dino, il nous fait un petit stoppie, c'est-à-dire une roue avant, ni plus ni moins. Petite roue avant. Et là, Max se relance pour un spreader bar. Voilà. Donc là, Max réalise un spreader, c'est-à-dire un pied au-dessus du guidon et un à côté du réservoir. Et ça arrive souvent qu'on cale, puisqu'on doit être assez haut, mais pas assez lent pour pas caler. Et voilà, il est heureux de ses bêtises. Jason Britton, Chris Pfeffer, Humberto Ribeiro, j'en passe et des meilleurs, ils viennent des États-Unis ou d'Europe. Des stunters de légende qui repoussent chaque année les limites de l'acrobatie. Des idoles, non, j'ai pas d'idole proprement dit. Bien sûr, il y a des gens qui sont super forts, qu'on kiffe voir rouler, mais des idoles, non. C'est un peu comme, même en France, il y a des gens qui ont un niveau super élevé, aussi bon que les Américains, et juste on aime bien les voir rouler, enfin tout du moins pour moi, quoi. Alors, là, il est le pied dans sa selle et il va nous faire un enchaînement de circle. Voilà, one hand. Il a trop ralenti, trop freiné, ce qui fait que la moto cale. Quand on freine trop, on met un peu plus de ralenti pour que la moto puisse tenir. Mais là, il a freiné un petit peu trop, ce qui fait que la moto a calé. Et donc là, il va nous faire un jump to fence, c'est-à-dire qu'il va essayer de passer ses deux jambes au-dessus du guidon en s'asseyant dans le réservoir. Oh. Alors là, Max, il va nous faire un coaster, c'est-à-dire qu'en roue, il va prendre l'embrayage et il va passer en roue libre. Et là, la moto, elle tient sur la vitesse qu'on a pris, c'est tout. C'est tout. Et là, il nous met des petits coups d'embrayage pour le spectacle. Moi, personnellement, je viens pour m'amuser, quoi. Enfin, bien sûr, après, je travaille parce que j'ai envie de rentrer d'autres figures, mais c'est vraiment pour m'amuser, quoi. C'est l'heure des essais qualificatifs pour la finale du drift à Lyon. Le French Drift Series est un championnat. Il y a un classement général sur l'année que cette dernière course peut faire évoluer. Emmanuel Renkel, comme d'autres pilotes, utilise sa voiture en compétition et au quotidien. La voiture est une Nissan 200 SX modèle S13 de 91. Je l'ai trouvée sur Internet en cherchant une propulsion puissante et en regardant un peu, se renseignant sur le drift. C'est des voitures qui étaient beaucoup utilisées avant par les drifters japonais. Maintenant, ils sont passés sur des modèles plus récents et plus performants.
Mais pour apprendre, ça va très bien. Il y a un turbo qui pousse et a priori, c'est une bonne base. Le rêve de chaque pilote, voilà, c'est d'avoir des mécanos, une team. Mais pour l'instant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas encore dans le gros business. Et c'est vraiment une grosse entente cordiale. J'ai un problème, je demande à n'importe quel autre concurrent, il va me donner un coup de main, il va se mettre sous la voiture. On va faire tout notre possible pour dépanner, sans trop dépanner. En intérieur, j'ai changé le volant. Le pommeau de vitesse, bon, pour faire joli, mais j'ai surtout mis des manos de température d'eau, de voltage, de pression de turbo, pour bien surveiller tout le moteur tout le temps. Moi, j'ai laissé un autoradio et j'ai mis des harnais, que l'on peut voir. Bon, des harnais 3 points, homologués route. Je peux rouler sur la route avec, mais je ne pourrai pas faire de compétition plus tard. Il faudra que je les change pour des harnais homologués FIA. Les circuits en France n'aiment pas trop le drift parce que bon, c'est vrai que ça abîme un peu plus les circuits, etc. Donc c'est vrai que c'est pas très apprécié par rapport au sport automobile en général, quoi. Pour l'instant, le sport il est un petit peu marginalisé. Il commence à s'étendre sur le territoire. De plus en plus de gens ont entendu parler plus ou moins de loin du drift. Donc on essaye d'aller dans ce sens-là, de faire découvrir le drift comme un sport à la fois abordable, sécuritaire et vraiment facile pour commencer. J'ai voulu développer le milieu en France, donc j'ai monté une association pour gérer un peu le milieu du drift en France, pour que les gens puissent tourner sur le circuit en sécurité. Et puis de là, tout le monde a roulé plus ou moins bien, et puis chacun fait son petit chemin de son côté. Il y en a qui, comme moi, qui ont pas mal progressé, trouvé des bons sponsors. On travaille dans l'accessoire auto et dans le tuning. Et j'ai une pièce qui vient spécialement des États-Unis, qui est un klaxon MP3, où on peut faire des sons, par exemple le son du sponsor. Et ou alors des sons plus comme les Simpsons. Ou alors des klaxons, tout type de klaxons, ou des sirènes. Laissons quelques instants le drift pour une balade au salon de la moto, lieu incontournable pour les fêlés du deux roues. Pas de nouveautés fracassantes. On a par contre rendez-vous avec deux stunters de folie, de méga stars toujours très cool, Cyril et Renaud des Brest Stunt. Si certains ne les connaissent pas encore, préparez-vous au choc. Ça fait 13 ans que je fais de la moto, j'ai beaucoup de balades sur route au départ avec les amis. Après j'ai commencé à faire du motocross, j'ai rencontré Renaud. De là on s'est mis à faire du freestyle tous les deux. Et puis petit à petit on est revenu à la moto de route, on a commencé à apprendre des nouvelles techniques, le frein arrière, tout ça. Et de là l'évolution des figures s'est fait assez naturellement. Il y a quelque chose qui a en gros lancé ma carrière, c'est que j'étais le premier Européen à faire le backflip, donc le supérieur arrière à moto. Donc ça m'a lancé sur les routes pendant 3 bonnes années.
Et là, depuis 2 ans, je suis rentré à la maison maintenant pour rentrer avec les copains, quoi. Figure de base, la roue arrière. La roue arrière au gaz, sans frein arrière. Et là, à l'heure actuelle, on bosse sur des figures comme les iShare Circle, tous les variantes de combo. Donc beaucoup de lents et pas mal de rapides aussi. On essaye toutes les facettes du stunt nous intéressent et on essaye de les pratiquer toutes. Les gens qui regardent ça de loin et qui s'y connaissent pas trop, à mon avis, on ne doit pas avoir une super bonne image quand même. Par rapport aux gens qui font un peu n'importe quoi sur les routes ouvertes entre les voitures. C'est sûr que ça amène pas de la bonne publicité à notre sport, quoi. Je vous avais dit que c'était des stars, je vous ai pas menti. Je suis fan de stunt depuis à peu près, j'ai connu le stunt il y a à peu près 4 ans, 3-4 ans. Par des rassemblements qui étaient dans ma région avec Stunt Rider, French Rider, Jonath, tout ça, Roue de Ouf. Et en fait j'ai connu après Brastunt sur le DVD Burns Day 2004. Et là je suis littéralement tombé sous le charme et je les suis depuis le début, depuis ce temps-là en tout cas. Leur niveau il a cessé d'évoluer, c'est un pur plaisir, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ça fait quoi de les voir en vrai, quoi ? Ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre. C'est bon. Voilà. Merci. Ça fait plaisir d'être reconnu pour ce qu'on fait. Dans le micro-monde que c'est, la moto, c'est sympa de voir que ce qu'on fait, ça plaît quand même un minimum aux gens, quoi. C'est bien de tomber sur des gens réceptifs comme ça, quand ça se passe bien et tout, c'est toujours agréable. Hein. Aucune marque n'a véritablement lancé une moto dédiée uniquement au stunt. On peut juste découvrir au salon des prototypes. On ne sait pas si elle fonctionne, mais bon, c'est déjà l'initiative est bonne de voir qu'une marque s'intéresse au stunt et commence sur un salon comme Paris, commence à mettre en avant des machines préparées pour la discipline. Cyril et Renaud décortiquent à fond le salon et sont à l'affût des moindres nouvelles techniques. En fait, tout ce qu'il y a deux roues et un guidon, à mon avis, ça passe. Hein. La physique veut que tout ce qu'il y a deux roues peut rouler sur une. Hein. Il y a beaucoup de petits jeunes qui font leur premier pas dans ce sport, justement, en scooter, vu que c'est déjà ils utilisent la machine qu'ils ont pour aller à l'école tous les jours. Donc, et après, en général, il y en a qui passent au 50 à boîte. Et après, il y en a qui passent à la moto. Mais bon, tous ceux qui stuntent en scooter ou en 50 cm3, on voit, il y a des mecs qui ont un niveau énorme, mais ils passeront pas tous forcément au gros cube après, quoi. Après, ça dépend. Après, il y en a qui arrivent à 18 ans et ils passent à la voiture. Après, les copines, c'est autre chose. Un magazine a véritablement boosté le développement du stunt en France. Moto et Motard, leur ton nouveau et leur approche ludique, ont séduit amateurs et spécialistes. En fait, le magazine Moto et Motard a été créé il y a 10 ans déjà, et on était un peu précurseurs du stunt dans la presse moto. C'est-à-dire que sous l'initiative de Max, qui est fondateur du magazine, qui était un stunter dans l'âme, il a voulu créer un magazine qui n'existait pas il y a 10 ans, en fait, tout simplement, parce qu'on ne voyait pas assez de stunts, de figures, et c'était vraiment ce qu'il faisait avec une moto. Donc pour nous, en fait, c'est un état d'esprit. C'est une façon un peu fun de voir la moto, mais c'est vraiment un état d'esprit jeune et nous, on a toujours vécu avec ça dans la rédaction de Moto et Motard. Ce que les gens recherchent à travers ce genre de magazine, c'est le côté rêve. Ils veulent voir des motos en roue arrière, en roue avant, en train de faire des burns, parce qu'ils n'ont pas à le faire. Et quelque part, esthétiquement, déjà, c'est beau. Et ils le vivent un petit peu par procuration à travers ce que nous, on fait. Donc on essaie de le jouer plutôt comme ça. On n'a pas la prétention d'être ni les initiateurs du mouvement, ni de vouloir le contrôler, ni. Par contre, ça ne nous empêche pas de regretter qu'il n'y ait pas un endroit dévolu à ce genre de pratique dans chaque grande agglomération.
Parce que contrairement à un circuit, tu as besoin d'une ligne droite de 200 mètres et ça suffit, quoi. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de circuit réservé, c'est quelque chose qui reste, qui est plus proche du mouvement underground que de quelque chose où il n'y a pas de cadre légal en fait. Donc tu peux difficilement le chiffrer. Il y a des villes en France qui sont plus ou moins, qui ont été plus ou moins prolixes pour ce genre de choses. On sait qu'à Paris il y en a pas mal, on sait qu'à Nice il y en a beaucoup aussi, à Lyon, à Bordeaux. Partout où on arrive à trouver un endroit où s'entraîner sans être trop dérangé par les forces de l'ordre et puis sans embêter trop de monde aussi. Donc souvent c'est les parkings, des parkings un petit peu désaffectés ou des zones industrielles la nuit. Il y a beaucoup d'associations qui se créent parce qu'ils ont envie de faire ça de façon entre guillemets légale. Ils ont envie que les mairies de leur région leur donnent un espace parce que le faire dans la rue ça les intéresse pas non plus. Ils veulent un peu de sécurité également. Mais le but, en fait, c'est de trouver des espaces libres pour faire ça, où on les laisse tranquilles, si tu veux. Moto et Motard organise chaque année un grand show de stunt devant des milliers de motards abasourdis face à la prestation des meilleurs pilotes du moment. Mise en scène au cordeau, show grandiose, tout est réuni pour la grande messe du stunt. On fait deux choses à cet événement-là. Non seulement on rassemble la crème vraiment de cascadeurs, mais internationaux, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très doués, qui sont sponsorisés par des marques. Et puis en même temps, on donne la chance à des amateurs de se produire devant du public et de se montrer, de pouvoir avoir une chance après peut-être d'en vivre ou pas. Dernier détour au French Drift Series, Alexandre Garnier nous explique comment s'attribuent les points au championnat et comment sont jugés les pilotes. Alors il y a une première étape de qualification où les pilotes passent un par un. Le but du jeu pour eux, c'est d'aller le plus vite avec le plus d'angles possible dans le virage et de tout faire en travers parfaitement sans faire de tête à queue ou autre erreur. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont une note sur 100. Et de ces notes, on détermine un classement. On prend les 16 meilleurs qui se rencontrent en battle, en top 16, en élimination directe. Ils font un tour devant, un tour derrière. Et le pilote qui arrive à être plus performant que l'autre au niveau vitesse, angle, et, ou celui qui est derrière qui arrive à pousser l'autre à la faute, et ben, il gagne et ça monte dans le classement. On avait quitté Tony Join chez lui, un peu inquiet à l'idée d'un éventuel accrochage ou d'une sortie de route. Comment est-il quelques secondes avant de s'élancer? On va dire que le stress commence à arriver. Bon, c'est les qualifs. Là, on va définir notre position pour demain sur le top 16. Donc c'est là qu'on joue notre position, quoi, si on est bien placé ou pas. Voilà, tout simplement. Ça commence à gargouiller un peu. Ça gargouille peut-être un peu trop fort, car dès le premier virage, Tony se laisse quelque peu aller. Après une petite frayeur mécanique, mais heureusement sans importance, Tony s'élance pour un deuxième tour. Toujours un peu crispé sur ses commandes. Troisième et dernier tour d'essai, il faut surtout pas se rater. Là, c'est du grand Tony qui retrouve ses trajectoires parfaites et feront de lui le meilleur pilote français des French Drift Series. Point important pour les gamers qui s'intéressent à ce sport, les pilotes de drift qui évoluent actuellement dans les French Drift Series sont inconditionnels de jeux vidéo.
beaucoup ont découvert et apprécié ce sport accrochés aux manettes de leur console. Quand on va sur les forums, la majorité des inscrits sont des moins de 18 ans qui n'ont pas le permis et qui driftent sur tous les jeux sur lesquels ils peuvent drifter, GT4, Forza, et qui rêvent plus tard d'acheter une voiture de drift et de s'entraîner avec nous. Et après, pour ceux qui sont majeurs et qui ont leur permis, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Moi-même, je suis un gros joueur, pas trop de sport automobile, plutôt FPS, mais beaucoup sont des aficionados de GT4 énormément. Dernier coucou au Cassos Rider, qui conseille aux jeunes, un jour tentés par le stunt, de faire ça en toute sécurité. Pas de faire de freeride, pas de rouler sur la route, pas protégé, surtout mettre sa dorsale, son casque, ses gants, être bien équipé quoi. Et surtout pas faire de freeride quand on n'a pas le niveau. Quand on a le stunt ou le drift dans la tête, on la semble-t-il très vite dans la peau. Je vais essayer de faire ça le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Il y a mon fils qui arrive, il a 7 ans aussi. On l'a mis dedans là. Si ça déjà vraiment faire jusqu'à mon dernier souffle, je prends un vrai kiff à m'entraîner, à rider, à être avec tous ceux que j'aime, tous ceux qui sont autour de moi ici. Et ça, je veux que ça continue jusqu'à la fin de ma vie.